beaucoup d'emphase. Et nous sommes très heureux de recevoir Darachid Oulbsir. Donc, il est déjà passé à l'Institut berbère ici à Marseille. Et il va Paris, il y aura le Tarorna. Donc, ça fait qu'il y a Darachid voilà, c'est Anna, notre secrétaire, qui va présenter Darachid. Anna. C'est le meilleur Farid. Alors, pour tous ceux qui sont là, merci d'avoir répondu à l'appel de SFK. Votre présence prouve l'intérêt que vous portez à la Kabylie et à son avenir. Vous savez, SFK continue à travailler tout au long de l'année pour développer toutes les connaissances relatives à la Kabylie. Et c'est dans ce cadre que nous sommes heureux d'avoir avec nous un fervent défenseur de l'identité kabyle, des racines ancestrales, mais aussi un citoyen qui se préoccupe de l'avenir du pays et de l'avenir du peuple kabyle. Monsieur Rachid Oulbsir est un écrivain journaliste que beaucoup connaissent ou que d'autres vont découvrir aujourd'hui. Son parcours est quelque peu typique de la majorité des étudiants kabyles. Il est né à Tazmalt, à Vgeyes, en 1953. Il a appris à lire et à écrire avec les militaires français. En 1971, entre 71 et 76, il avait 18 ans, il est à la faculté de droit des sciences économiques à Alger. Ensuite, il arrive en France pour poursuivre ses études. Et en 1978, il sera diplômé d'études approfondies en économie des ressources humaines des universités Paris-Nord et Paris-Panthéon-Sorbonne. En début des années 80, il repart vivre en Kabylie avec les paysans, les oléoculteurs, les bergers, les maçons, les jardiniers. Et bien sûr, il participe aux événements identitaires et démocratiques des événements d'avril 80. En 1986, on le retrouve enseignant à Agbou, puis directeur de collège. Il occupera ensuite un poste à la direction de l'éducation. Alors, il est journaliste. Il a contribué aux journaux Le Matin, La Dépêche de Kabylie. Il est aussi écrivain. Il a commencé à écrire déjà au lycée. Sa littérature aujourd'hui est nombreuse et variée, mais toujours dans le sens de la lutte contre l'oubli de l'héritage kabyle. Alors je vais vous citer quelques-unes de ses œuvres. En 2008, il a écrit L'Olivier en Kabylie, entre mythe et réalité. C'est apparu aux éditions L'Harmattan. Alors ce livre, c'est le résultat d'une enquête, ou plutôt d'une compilation des enquêtes et reportages publiés dans la presse durant l'automne 2003 et 2004. C'est une longue série consacrée à la cueillette des olives en Kabylie. Son constat: le terroir est malade, le savoir-faire s'est perdu, les rituels identitaires se sont folklorisés. En fait, c'est un voyage à travers les oliveraies et la découverte de ce que nous aurions jamais dû perdre. En 2009, il écrit Les Derniers Kabyles. Ça relate l'histoire d'un fonctionnaire qui délaisse la ville pour rejoindre les siens et retrouver ses racines. Ce roman retrace l'histoire de la civilisation berbère. En 2012, il sort Le Pèlerinage du Chacal. Alors là, ça c'est hyper intéressant, c'est des contes kabyles que je vous conseille. En 2011, Le Rêve des momies, où il raconte la déception de la révolution de l'indépendance, de la liberté confisquée. Et puis il y en a d'autres, il y en a même beaucoup. Chant de pain et de sel, Algérie, le principe,
le printemps reporté. Et il a beaucoup écrit aussi sur Yenaïen, une survivance miraculeuse, comme il le dit. En somme, avec votre retour à la terre, aux métiers oubliés, aux oléoculteurs, Rachid Oulsvir est un paysan écrivain. En fait, c'est notre Pierre Rabhi kabyle. Et c'est avec joie que je lui cède la parole. Selmir. Merci beaucoup. Bon, alors le thème de la conférence, on l'avait évoqué un petit peu avec l'Institut Berbère il y a une semaine. Donc toujours cette problématique de langue, quand on s'exprime sur une langue de l'oralité, une culture orale, il y a certains mots, certains concepts qui ne sont pas réellement traduisibles. Ce sont des idiomes qui traduisent un peu, qui portent une culture ancienne, et donc il est nécessaire de les dire dans la langue d'origine. Alors la problématique serait peut-être inversée. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas qui comprennent le kabyle? Est-ce que vous comprenez tous la langue kabyle? S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le kabyle, donc je serai... Bon, il y en a qui ne comprennent pas, donc je vais un petit peu utiliser les deux langues. Je vais dire la même chose dans les deux langues. Donc je donne une idée en kabyle et j'essaie de, comme on fait au cinéma, de sous-titrer. Vous regardez bien, là, vous allez voir des sous-titres en français. Donc, le thème, c'est en fait, si vous voulez, l'aboutissement de mon vécu, de mon expérience. Après, donc, depuis 1985, je crois, 86, j'ai rompu avec l'université. J'étais enseignant à l'université d'Alger. Je travaillais dans un centre de recherche. Puis, à un certain moment, j'ai constaté que, bon, à l'université, c'était beaucoup plus de la stérilisation que de l'enseignement. Et dans le centre de recherche, c'était beaucoup plus des placements dans le pouvoir entier, qui allait s'approcher le plus des centres de décision et avoir des avantages matériels conséquents. Et qu'il n'y avait, après une année de travail, il n'y avait aucune recherche en fait. Il n'y avait aucune publication, il n'y avait aucune revue. Les gens étaient beaucoup plus intéressés par l'attente d'un logement, par l'attente du prochain véhicule qui va leur être qui sera mis à leur service. Alors bon, j'avais décidé, je me suis dit, ce n'est pas mon univers, je vais donc rompre avec cet univers, quel que soit ce que j'aurais perdu en termes de revenus, en termes de rente, et que j'allais entamer donc l'aventure de vivre avec les paysans. Donc j'ai peut-être un peu trop idéalisé cette approche-là, et quand j'ai atterri chez les paysans ne comprenaient pas. Donc j'ai atterri dans une ferme qui est la ferme de mes parents, et que mes parents ne travaillaient plus. Et qui n'étaient pas les seuls, tout le monde ne travaillait plus la terre, tout le monde était avait les yeux rivés vers la ville. Ils disaient, nous sommes les derniers à partir vers la ville pour avoir notre part de l'indépendance. Comme si l'indépendance avait apporté un butin, et que les gens de la ville étaient en train de se partager ce butin, et que les gens de la campagne étaient restés comme ça en déshérence, et qu'ils n'arrivaient pas à venir prendre leur part. Donc ils ne me comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que moi qui étais dans cette ville, qui était bien placée, très proche des centres de décision, que je rompe avec ce monde-là mirifique qui promet, et que je vienne vivre leur vie au moment où eux ont besoin de partir. Ils ne me comprenaient pas. Donc mon insertion a été très difficile.
Elle a duré plus de 2 ans à 3 ans. Il fallait que je fasse la démonstration par les faits et sans trop de paroles. Donc je m'étais mis à travailler directement. J'ai introduit des cultures, j'ai fait des monocultures de mes mains, j'ai construit ma maison de mes propres mains. Et ça a commencé à prendre. Les gens ont fini par dire, tiens, ce type est sérieux, c'est vrai ce qu'il est en train de faire. J'ai fait de l'élevage, j'ai creusé un puits de 40 mètres avec mes frères, j'ai construit, j'ai fait plein de trucs qui étaient dans l'ordre de la démonstration. C'était démonstratif, il fallait que je leur démontre que c'était du consistant. Donc ils ont fini par m'adopter. Et arriva donc l'année, vers les années 89, je suis rentré dans la presse. Il y a eu une ouverture de politique de 89, après les émeutes de 88. Donc en 90, il y a eu des journaux. Et là, je me suis dit, c'est une terrible opportunité. Je m'étais engagé dans un journal, c'était Liberté. Ensuite, il y a eu un hebdomadaire. Ensuite, il y a eu le journal Le Matin, qui a été par la suite interdit. Donc j'ai travaillé dans ces organes-là comme reporter sur la montagne de Kabylie. Et ces reportages-là m'avaient ouvert la voie à la compilation si vous voulez, à éditer des bouquins, des livres. Et je me suis dit, bon, c'est la bonne piste, là. Je travaille avec les paysans, et le soir, j'écrivais. Et le lendemain, je sortais des articles dans la presse, et au bout d'un certain temps, je compilais tout ça, et je sortais un livre. Ça commençait à devenir sérieux, mon expérience devenait sérieuse. Et là, en vivant avec ces gens, je constatais que, en fait, c'était les derniers Kabyles. C'est d'où le roman les derniers Kabyles. Les derniers Kabyles, c'est qui? Ce sont les Kabyles qui détiennent les derniers savoirs qui leur ont été transmis par leurs parents. Ce sont ces femmes et ces hommes qui détiennent les croyances, les dernières croyances, avant le temps de la rationalité et quelque peu, un peu le temps du démantèlement de leur univers. Ces derniers Kabyles sont finalement ceux qui restent les gardiens, les gardiens du temple, les gardiens de la culture kabyle, les gardiens du mode de vie kabyle, les gardiens des valeurs kabyles, les gardiens des repères kabyles, les gardiens de la cosmogonie kabyle, des religions anciennes et tout ça. Et j'étais là à débusquer, chaque fois que l'occasion m'était donnée, par exemple vivre avec les bergers en transhumance. Les transhumances dans le Djurdjura, elles durent 2 mois. Au milieu de la Kabylie, c'est le centre de la Kabylie, c'est Azarondhor, c'est là où les trois départements de la Kabylie se touchent. Et c'est là où se font les transhumances annuelles, et tous les éleveurs de bovins montent leur paire de bœufs, leurs taureaux et tout ça pour les garder à tour de rôle. Et j'ai eu le privilège et le bonheur de vivre avec ces paysans 3 mois, de vivre avec eux, de voir comment ils font, quel est leur rapport à la terre, quels étaient leurs mythes, quels étaient leurs contes. Donc tous les soirs il y avait des contes, on se nourrissait de gibier, on faisait, on se prenait en charge là sur cette montagne-là. Et d'autres expériences, travailler avec les puisatiers qui vont chercher l'eau à 50 mètres de profondeur, creuser avec eux, monter la terre, monter les briques et tout ça. Donc j'ai vécu tout ça. Bon, j'étais encore jeune, j'étais solide, je travaillais avec eux. Et c'était pour moi le bonheur de participer, si vous voulez, à la vie de ces gens-là. Mais une idée m'est venue, je me suis dit, mais cette culture-là est en train de mourir. Nous sommes en train de vivre l'extinction organisée de cette culture qui assure le bonheur des gens sur cette montagne du Djurdjura. Et il me fallait faire quelque chose. Donc je me suis mis à réétudier un petit peu toutes les thèses, toutes les hypothèses, toutes les propositions des institutions internationales, des gens érudits qui se sont penchés sur le problème comment évaluer, comment sauvegarder, comment transmettre ces survivances culturelles. Il s'agit bien de survivance culturelle qui
définissent le contenu de l'identité de ces gens-là. Comme si on regardait cette bouteille, l'emballage extérieur, c'est ce que nous voyons, c'est l'identité globale, c'est les Kabyles. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau là, mais on peut mettre aussi du lait, du miel, de l'huile, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il y avait dedans. Que reste-t-il de kabyléité? Que reste-t-il de la kabyléité? Quand je me dis, je suis kabyle, vous me posez la question, je vous dis, je suis kabyle, vous me posez la question, c'est quoi être kabyle? Comment vous définissez-vous? Qu'avez-vous dans vous? Qu'est-ce qu'il y a dans vous, dans votre culture, dans votre parler, dans vos façons de gagner votre vie, etc. Est-ce que c'est si singulier que ça? Qu'est-ce qui vous définit relativement aux autres peuples, aux autres civilisations? Est-ce que vous différez vraiment de l'occidental? Est-ce que vous êtes proche de l'arabe oriental? Est-ce que vous êtes proche de l'africain des profondeurs du Sahel? Quelle est la somme de vos singularités, ou bien de ce qui vous définit comme kabyle, avec un K majuscule? Quand je dis kabyle, est-ce que l'habit, par exemple, suffit? Le fait de porter le burnous ou la robe kabyle, est-ce que ça suffit? Le fait de manger le couscous, est-ce que ces symboles-là, bien sûr, ils concourent à l'identité, mais n'y a-t-il pas autre chose derrière? Donc ça c'est une petite introduction. C'est pour introduire ce thème. Donc, que reste-t-il de la kabylité, donc de la culture kabyle, du mode de vie kabyle? Comment appréhender, comment mesurer, dans tous les sens du terme, géométriquement,